Et avec nous, comme tous les mercredis, Pierre Jacquemin. Bonjour Pierre. Bonjour, merci d'être là, rédacteur en chef de Politis. Nicolas Prissette. Bonjour Nicolas. Bonjour Oriane. Merci également d'être avec nous, éditorialiste politique à la Tribune dimanche. On va parler de la situation politique qui, pour gouverner, la gauche ne se trouve toujours pas de Premier ministre et ces tergiversations vont-elles laisser le temps au bloc central de s'organiser? On va en débattre avec vous. Et Yann, à gauche, les tractations, elles continuent. Oui, c'est ça, on va parler des difficultés à se mettre d'accord sur un nom de Premier ministre. C'est tout de suite dans ce club spécial législative. L'actualité dans nos régions avec nos partenaires de la presse régionale. On va à Châteauroux, on retrouve Bertrand Slezak. Bonjour Bertrand, merci beaucoup d'être avec nous, responsable départemental de la Nouvelle République dans l'Indre. Bertrand, quels sont les enseignements de ces législatives dans votre département ? Bonjour, dans les deux circonscriptions de notre petit département, le Front républicain a bien fonctionné puisque les deux députés sortants, François Jolivet du parti Horizon et Nicolas Forissier des Républicains, ont été réélus face à des candidats du Rassemblement national qui étaient tous les deux arrivés en tête à l'issue du premier tour. À chaque fois, les candidats du nouveau Front populaire, qui étaient arrivés troisième, s'étaient désistés. Pour autant, les scores de l'extrême droite ont atteint un niveau historique dans notre département puisque plus de 2 électeurs sur 5 ont ici voté pour le Rassemblement national dimanche dernier. Autre indicateur notable, le RN a amélioré son score de plusieurs milliers de voix par rapport au premier tour, ce qui signifie qu'il avait une réserve de voix, certes faible, mais une réserve de voix quand même. Et c'est avant tout dans les campagnes que le parti de Marine Le Pen continue de tisser sa toile. Les 241 communes que compte le département de l'Indre avaient placé l'extrême droite en tête aux européennes le mois dernier. Et au deuxième tour des législatives, malgré le format des duels, malgré le Front républicain, elles étaient encore plus de 130 ou parfois même le Rassemblement national a dépassé les 60%. Ça, Bertrand, ils ont un impact jusque dans la vie des communes. Effectivement, nous sommes allés à Malicornet, 185 habitants, dans la deuxième circonscription de l'Indre. Nicolas Forissier, des Républicains, et Marc Siffer, issus de l'alliance RN-Éric Ciotti, ont obtenu exactement le même nombre de voix, 52 chacun. C'est pourquoi là-bas, les habitants que nous avons rencontrés évitent de parler politique. Il y a assez avec la chasse pour se friter, a confié l'un d'eux. Mais en aparté, il s'étonne tout de même que les gens votent tant pour l'extrême droite, alors que, jure-t-il, l'insécurité est ici quasi nulle. Mais derrière ces mots, on sent aussi un phénomène de repli sur soi. Les gens ne parlent pas des élections, mais ils ne se parlent plus du tout, constate Paulette, 86 ans. Elle raconte que les commerces et les animations ont peu à peu disparu du village. Alors que font les gens ? Ils passent leur temps devant les chaînes d'information en continu, déplore un autre habitant, ce qui alimente, selon lui, les peurs et les ressentiments, un moteur pour l'extrême droite. Merci beaucoup Bertrand. Et à la une de la Nouvelle République, comme dans beaucoup de quotidiens régionaux, Yann, on verra ça tout à l'heure, c'est le foot. Et la défaite des Bleus hier, les Espagnols étaient plus forts. C'est à la une de votre journal. Merci beaucoup Bertrand. Un mot, puisqu'on entendait Bertrand sur l'impact de ces législatives, notamment chez les gens. Et Bertrand qui parlait de ce repli sur soi qui exacerbe les peurs. Est-ce que c'est un moteur pour l'extrême droite, comme il a dit ? Ah oui, je pense que ça a toujours été un moteur de l'extrême droite, de jouer d'abord sur les peurs, mais surtout sur ce qui se transforme sur ce qu'on appelle le ressentiment. Et je pense que l'extrême droite a toujours joué là-dessus. Et on voit bien d'ailleurs que dans les propositions qu'il fait, il cherche toujours à opposer les populations les unes contre les autres, les riches contre les pauvres, les étrangers contre les Français avec la carte d'identité. Donc il y a cette volonté d'opposer les uns les autres et effectivement de jouer sur ces peurs-là. Et j'ai le sentiment aussi que le résultat de ces élections va conforter aussi d'une certaine manière le discours du Rassemblement national et cette espèce de victimisation sur lequel le Rassemblement national et Marine Le Pen a toujours surfé, parce que j'ai le sentiment quand même que l'un des enseignements des résultats de dimanche dernier, c'est le sentiment d'une immense frustration de la part de l'ensemble des électeurs, mais à commencer par l'électorat de Marine Le Pen qui va avoir considéré qu'on lui a volé l'élection, que le barrage républicain lui a volé l'élection, puisqu'on leur promettait la majorité absolue. Donc oui, sans doute vont-ils continuer en tout cas à jouer sur ces peurs-là et c'est au camp d'en face peut-être aussi d'essayer de trouver des solutions pour en sortir. Et on va parler sur ce moteur de l'extrême droite, Nicolas, et peut-être plus largement, est-ce que le résultat de dimanche et cette incertitude n'a pas accru l'angoisse et l'inquiétude des Français ? Oui, bien sûr, parce que les comportements électoraux
ont été dictés par l'urgence du moment. L'urgence du moment, c'était faire barrage au Rassemblement national. Et comment est-ce que cette mobilisation, qui a été phénoménale, qui a réussi, comment est-ce que cette mobilisation peut ensuite, qui était contre, peut se traduire en quelque chose pour ? Qu'est-ce qui se passe derrière? Et donc il y a une responsabilité considérable de tous les acteurs en place, dans tous les partis, de faire en sorte que cet élan et cette unité puissent être préservés d'une manière ou d'une autre, et pas renvoyer chacun à son étiquette d'origine ou à sa chapelle d'origine, ce qui est en train de se produire. On va peut-être y revenir. Parce qu'à ce moment-là, si on pousse le raisonnement jusqu'au bout, c'est-à-dire que le scénario de guerre civile que décrivait Emmanuel Macron avant les élections en parlant uniquement du Rassemblement national, finalement, on peut se demander s'il n'y a pas un risque que ça advienne après les élections, puisque chacun serait renvoyé à son nombril et dans sa minorité, puisqu'il n'y a pas de majorité, avec l'idée que c'est l'autre qui va lui piquer sa légitimité démocratique parce qu'on va trouver une coalition dont les uns ou les autres seraient exclus. Donc il y a vraiment une responsabilité considérable de ceux qui sont aujourd'hui dans les négociations dans chacun des camps, de faire en sorte que l'unité du pays puisse être préservée. Allez, on va faire le point sur le feuilleton de la semaine qui, à Matignon, et ça continue de discuter du côté du nouveau Front populaire. Yann, comment gouverner sans majorité absolue et avec qui? Oui, c'est les deux grandes questions insolubles jusqu'ici. Les leaders espèrent trouver un nom d'ici les prochains jours et ça se bouscule au portillon. Les noms circulent. Je suis tout à fait prête à prendre cette responsabilité si on me la confie. Je suis prêt à assumer cette fonction, mais j'ajoute un codicile. Ce sera dans le dialogue avec nos partenaires. Jean-Luc Mélenchon n'est absolument pas disqualifié. Voilà, plusieurs candidats et une difficulté à s'entendre sur un nom, mais aussi sur le parti d'origine du futur Premier ministre. Et il y a des accords aussi sur la méthode de désignation. Oui, pour les Insoumis qui ont le plus de députés au sein du nouveau Front populaire, il serait logique que le Premier ministre soit issu de leur rang. Ils l'ont dit et répété, c'est le parti en tête qui doit proposer un nom. Et c'est là que les socialistes ont une carte à jouer. Des groupes politiques vont se former au sein de l'Assemblée nationale. Un groupe commun, Nouveau Front populaire, semble exclu à ce stade. Il y aura donc un groupe PS, un groupe Insoumis, un groupe Vert, etc. Et le groupe socialiste pourrait rassembler le plus de députés, et notamment plus que le groupe Insoumis. Le PS pourrait donc se servir de l'argument de la France insoumise contre eux-mêmes, d'autant que le groupe LFI va être affaibli puisque les purgés ont annoncé hier vouloir former un groupe à part avec des débauchages. Il devait y avoir un vote au sein du nouveau Front populaire. Eh bien là, les socialistes ne comptent pas se laisser faire pour encore deux raisons. En cas de désaccord, s'il doit y avoir un vote sur un nom, ils sont confiants de l'emporter parce qu'ils auraient, selon eux, le soutien des écologistes et des communistes. Et d'autre part, LFI est une promesse d'instabilité. Même en excluant l'hypothèse Mélenchon, l'opposition promet d'être immédiate avec un profil LFI. LR et le RN voteraient une motion de censure sans aucun doute et aussi une partie du bloc central. Regardez ce qu'en disent deux députés Renaissance sur X, notamment Mathieu Lefebvre. Un gouvernement comprenant un seul membre de la France insoumise, inscription immédiate dans l'opposition parlementaire et motion de censure dans l'heure. Également la réaction du député Benjamin Haddad. Un gouvernement avec le moindre ministre insoumis, je voterai la motion de censure. Une pression donc et un message clair envoyé aux négociateurs du nouveau Front populaire, d'autant qu'ils sont nombreux à avoir des ambitions à gauche. On a notamment entendu hier Sandrine Rousseau qui se verrait bien présidente de l'Assemblée nationale. Voilà, ça fait effectivement beaucoup de candidatures. On a entendu le nouveau Front populaire pendant toute cette campagne dire « nous sommes prêts à gouverner ». 3 jours après, on n'a toujours pas un nom de Premier ministre. Est-ce qu'ils étaient si près que ça, Pierre ? Oh bah, oui, je pense que oui. Enfin, on l'a bien vu. D'ailleurs, on a beaucoup dit qu'on imaginait mal la gauche NUPES se reconstituer après cette dissolution. Avant même la dissolution d'ailleurs, et elle s'est reconstituée assez rapidement. On avait du mal à imaginer qu'ils allaient pouvoir se répartir les circonscriptions. Ils y sont parvenus assez facilement. Écrire un programme, ils y sont assez vite venus. Donc il n'y a pas de raison qu'ils ne se mettent pas d'accord. En vérité, la question qui se pose, sans se raconter d'histoire, c'est la question de la France insoumise. On voit bien qu'elle pose question pour une partie de ce que serait l'opposition, parce qu'ils n'imaginent pas d'avoir ceux qu'on a dépeints comme des agitateurs, en tout cas à l'Assemblée nationale, être à Matignon, être dans les ministères, être au perchoir à l'Assemblée nationale. Donc, sans doute, c'est ça qui se discute en ce moment. C'est est-ce qu'il est possible d'avoir une coalition de gauche
sans la France insoumise. Or, c'est absolument impossible, c'est a priori, en tout cas on verra peut-être dans les heures prochaines, ça ne sera plus le cas, mais le groupe principal. Après, il n'est pas totalement exclu, et là c'est une hypothèse, que le nouveau Front populaire décide de former un gouvernement sans la France insoumise qui accepterait d'être en soutien de cette coalition sans participation au gouvernement. C'est la France insoumise qui bloque toute recherche de compromis et tout nom de Premier ministre, Nicolas ? Oui, à l'évidence, mais est-ce que c'est vraiment le problème de fond ? Moi, je n'en suis pas convaincu, parce qu'on peut faire le constat que pour la France insoumise, il y a un blocage total dans l'idée d'aller chercher une coalition avec des centristes. Mais est-ce que c'est vraiment ça le problème de fond ? Parce que il me semble que la lecture démocratique des résultats de l'élection, ce que je disais il y a quelques instants, devrait s'imposer à tout le monde. Malheureusement, on constate que ce n'est pas le cas. Ça veut dire qu'ils restent tous enfermés dans leur logique de chapelle. Et ce qu'on reproche aujourd'hui à la France insoumise, on pourrait aussi le reprocher dans les autres camps. On vient d'évoquer le fait qu'il y ait des élus macronistes qui refuseraient absolument de s'entendre avec d'autres qui sont pas parce qu'ils les estimeraient trop éloignés de leurs convictions ou de leurs valeurs. On peut aussi avec la France insoumise, c'est ce qu'ils disent. Oui, avec la France insoumise. C'est pas avec toute la gauche. Ils pointent la France insoumise. Oui, mais on peut aussi se poser la question avec l'extrême droite. Donc, dans tous les autres pays, il y a des coalitions, il y a des accords, parce que chacun sait qu'on ne peut pas faire autrement. Et ici, en France, malgré la situation, malgré le résultat des élections, tout le monde est dans le déni et fait comme si on pourrait gouverner en faisant des exclusions d'une ou d'autre partie. Mais donc mathématiquement, on est dans une situation de blocage total. Et on ne voit pas comment on s'en sort. Et on ne voit pas non plus des personnalités émerger qui seraient à un niveau un peu supérieur aux autres, avec une vision un peu plus large et un peu plus généreuse, et voilà, avec un peu plus d'intelligence politique, et on ne les voit pas émerger non plus parce que tout le monde est dans des calculs à moyen ou long terme. Et puisque vous parlez de la vision démocratique des résultats, est-ce que le résultat de dimanche impose un Premier ministre issu du nouveau Front populaire à Matignon ou pas ? Mais bien sûr que non. Le résultat de dimanche impose qu'il y ait... Enfin, imposerait dans un monde normal, dans une démocratie mature, avec des adultes, comme dirait Raphaël Glucksmann, imposerait que les gens se mettent autour d'une table et puis s'entendent déjà sur le minimum possible en termes de gestion du pays. Est-ce qu'il y a des réformes qui sont impensables ? Est-ce qu'il y a des fondamentaux à préserver, par exemple l'aide à l'Ukraine ? Ce genre de choses. Et une fois qu'ils seraient d'accord sur la façon dont... Voilà, c'est comme ça que ça se passe à l'étranger. C'est comme ça que ça se passe dans tous les autres pays où il y a des coalitions. Et évidemment, en France, on n'y est pas parce que ce qu'on a vu émerger dès lundi matin, c'est le calcul personnel, le calcul politicien, le cynisme absolu, mais dans tous les camps. Et donc, on est dans une situation aujourd'hui, on est 3 jours après le résultat des législatives, on a plutôt un sentiment qu'on régresse plutôt qu'on avance. Je ne suis pas tout à fait d'accord avec ce que dit Nicolas, parce qu'il faut avoir quand même un recul sur ce qui vient de se passer. Le parti macroniste, ou en tout cas le bloc central, a subi 3 défaites successives, 3 lourdes défaites successives. Les européennes, le premier tour des législatives, le second tour des législatives. Et aujourd'hui, Emmanuel Macron et ses petits camarades macronistes, ils réexpliquaient aux Français qu'ils vont continuer comme avant. Ils vont constituer un pôle central avec peut-être un peu de la droite, peut-être un peu de la gauche qui a déjà dit non, et ils vont continuer comme avant. C'est-à-dire que les Français les ont mis dehors en disant on ne veut plus de ça, et on va remettre les mêmes au même poste. Mais vous parliez tout à l'heure de peur, mais vous vous rendez compte, les Français qui se sont massivement mobilisés en plus pour donner leur vote, on va leur dire on va continuer comme avant. Donc pour ça, je pense que c'est une des raisons pour lesquelles Emmanuel Macron ne peut pas ne pas nommer un Premier ministre de gauche. C'est la formation. Il n'y a aucune règle juridique constitutionnelle qui impose au président de la République de nommer un chef de gouvernement issu de la première force politique du Parlement. Mais là, c'est la raison politique qui le veut. C'est la raison politique qui veut qu'il laisse la gauche gouverner demain. Mais le raisonnement que vous faites pour le bloc central, c'est exactement le même qui a lieu dans le bloc de gauche. Donc là, c'est match nul. Vous dites que pas la gauche qui gouvernait jusqu'à pendant 100 ans. Vous dites que les électeurs ont évacué les macronistes. Mais c'est faux. C'est faux. Ils sont à l'Assemblée
presque aussi nombreux non, mais Nicolas, que la gauche. Pourquoi ils sont presque ne sont pas évacués. Non, mais c'est très malhonnête. Vous ne pouvez. Je dis pas que vous êtes malhonnête. Non, c'est mathématiquement juste. Non, mais je ne vous dis pas qu'ils ont gagné les élections puisque personne n'a gagné les élections. Ça, c'est le problème. C'est l'arrogance macronienne. Pas vous. C'est l'arrogance macronienne. Macron se fait élire. Macron. Non, mais pas vous, Nicolas. Mais c'est ce que j'entends chez les macronistes. Les macronistes disent regardez, on nous avait dit qu'on serait beaucoup moins nombreux. Ils perdent 80 députés. 80 députés. Et ils ne perdent pas autant. Et pourquoi ils en perdent pas autant? Pourquoi ils en perdent pas autant? Parce qu'il y a plus de 70% de l'électorat de gauche qui est allé se mobiliser pour lui. C'est tout le problème de la Macronie et de l'arrogance macronienne. Ça fait 2 fois qu'il se fait élire président de la République grâce aux voix de gauche. Et il dit ça m'oblige et il fait comme si ça n'a jamais existé. Donc s'il y a autant de députés macronistes, si le bloc central est aussi fort aujourd'hui et qui s'en est bien sorti, c'est parce que la gauche s'est mobilisée pour lui. C'est pas parce qu'elle adhère à la Macronie. Donc il faut avoir ça en tête quand même. Il y a aussi des candidats d'ensemble qui se sont désistés pour le nouveau Front Populaire. Non mais d'accord, Oriane, ok, on sait que ça s'est fait dans une beaucoup moindre mesure. Dans une moindre mesure, et pardon, il y a quand même pas mal chez les macronistes qui ont fait le ni LFI, ni... Enfin, je veux dire, c'était quand même des puleurs de gazelle, quand même. Ça n'en fait pas. Les députés macronistes minoritaires, on est d'accord, ce ne sont pas des sous-députés. Même s'ils ont été élus avec des voix de gauche, même s'ils ont été élus avec des voix de gauche, même s'ils ont été élus avec des voix de gauche, ça n'en fait pas des sous-députés. Non, mais un peu d'humilité. Donc la gauche est obligée de composer avec eux. Enfin, ou serait dans un monde qu'on pourrait considérer comme démocratie un peu plus mature, négocierait et il y aurait des accords, y compris avec des gens qui ont été élus avec vos voix, donc vous êtes encore plus disposés, vous êtes encore plus en situation d'aller négocier avec eux. On voit que ça n'est pas le cas et je trouve ça déplorable. Bon, mais est-ce que si on a ces discussions et si le bloc central s'organise, on va voir ça dans quelques secondes, c'est pas parce que la gauche est incapable de proposer un nom de Premier ministre? Mais ils vont y arriver, Oriane. Ils vont y arriver. Et je vais même vous dire... Non, parce que si un nom s'était imposé dès dimanche ou lundi, il n'y aurait même pas de tractation. Ils vont sans doute faire même plus que ce que vous n'imaginez. Ils vont sans doute proposer un gouvernement avec des noms à chaque poste et chaque ministère reconfiguré par cette nouvelle coalition. Et elle sera soumise à Emmanuel Macron. Donc c'est ça qui est en train de se jouer en ce moment. C'est pas juste une petite histoire de qui va être Premier ministre, c'est quand même des équilibres politiques au sein d'un gouvernement comme ça se fait en permanence. Est-ce qu'on reproche, oui on l'a reproché beaucoup à Emmanuel Macron à chaque remaniement de prendre le temps. J'ai souvent dit d'ailleurs dans votre émission que c'était sans doute le plus mauvais DRH qu'on avait en France, Emmanuel Macron, parce qu'on a toujours mis beaucoup de temps à savoir qui allait remplacer le ministre de l'Intérieur, qui allait composer ce gouvernement. Donc bon, là... Personne ne s'attendait à ce que la gauche arrive en tête des élections législatives. Bon, c'est logique qu'ils prennent un tout petit peu de temps pour savoir qui va être le Premier ministre, qui va être le ministre de l'Intérieur, qui va être le ministre de la Transition écologique ou que sais-je. C'est normal, c'est une coalition. On voit bien que il y a des stratégies différentes au sein de la France, au sein du nouveau Front Populaire. Et on s'interroge, même moi je m'interroge de savoir si la France Insoumise a véritablement envie de prendre le pouvoir, si elle ne considère pas plutôt qu'il vaut mieux laisser la droite gérer le bordel pour que pendant un an, c'est pas sur elle que repose la responsabilité de ce bordel. C'est la stratégie Mélenchon pour vous? Je sais pas, je me pose la question. Franchement, je me pose la question parce que c'est vrai quand je vois le tweet d'Adrien Quatennens hier qui nous explique qu'il faut marcher, il faut organiser une marche populaire vers Matignon, je me dis que l'électorat modéré, s'il accepte que la gauche arrive au pouvoir, elle n'accepte pas que ce soit une gauche aussi mouvementée que celle que propose Adrien Quatennens. Bon, Adrien Quatennens, c'est pas celui qui pèse le plus dans le nouveau Front Populaire, mais du coup, oui, il y a des petits signes qui montrent quand même la surprésence de Jean-Luc Mélenchon. Tout le monde a compris qu'il ne serait pas Premier ministre, mais quand même, il revient à la charge en disant pourquoi pas moi. Voilà, donc bon, je me pose la question. Je pense qu'ils sont une composante essentielle, centrale, structurante de ce nouveau Front Populaire. Il ne serait pas là s'il n'y avait pas eu Jean-Luc Mélenchon, s'il n'y avait pas eu la France Insoumise. Mais je me demande si effectivement, ce que je disais tout à l'heure, c'est peut-être pas l'option qui va être privilégiée, c'est-à-dire que la nouvelle coalition se séparerait de la France Insoumise, qui elle dirait, moi je valide l'idée que ce soit la gauche au gouvernement, nous ne participons pas, mais nous soutenons. Allez, on va parler du bloc central, puisqu'il tente de s'organiser, profitant de cette absence de nom du côté de la gauche. Édouard Philippe, il plaide pour un accord technique. Plusieurs républicains estiment que c'est à l'un d'entre eux d'aller à Matignon. On voit ça avec Sandra Cerquera. Véritable serpent de mer depuis 2022, l'alliance avec les Républicains pourrait permettre à la Macronie de se remettre à flot et de ne pas céder au nouveau Front Populaire. L'ancien Premier ministre Édouard Philippe défend la création d'un bloc central qui deviendrait majoritaire avec les Républicains, Renaissance, Horizon et le Modem, ce qui permettrait d'atteindre une majorité relative avec 220 députés. Est-ce qu'à l'intérieur de ce bloc, on est capable de s'entendre, non pas du tout sur une coalition, je ne crois pas qu'on y arrivera, mais sur un accord technique qui permet d'avancer et de gérer les affaires du pays
pendant au moins 1 an. Jean-Pierre Raffarin souhaite lui aussi une alliance de la droite avec le bloc présidentiel. Il imagine la constitution d'un gouvernement de 12-18 mois autour de 4-5 textes. Il faut bien que les LR se disent que c'est eux ou c'est LFI. Donc la responsabilité sur les épaules de LR, si les LR disent non, nous ne voulons rester que tout seuls dans notre coin, ça veut dire qu'on confie les rênes en partie à LFI. Pour Olivier Marleix, patron sortant des députés de droite, Emmanuel Macron devrait nommer un Premier ministre issu des Républicains. Un avis partagé par Xavier Bertrand. Il propose un gouvernement d'urgence nationale dirigé par une personnalité LR. Si vous voulez un changement politique, il faut qu'il y ait un changement à la tête du gouvernement. Et vous mettez en place, je le disais en avril de l'an dernier, une forme de cohabitation. Dans tout ce tumulte, on a besoin aujourd'hui d'apaiser notre pays, mais pas avec de l'eau tiède, pas avec le consensus mou. Avec une droite en embuscade qui entend bien jouer son rôle, Marine Tondelier appelle les partis du nouveau Front populaire à accélérer les négociations pour proposer le nom d'un Premier ministre. Nicolas, est-ce que selon vous, ce bloc central peut réussir à s'organiser? Est-ce qu'il peut y avoir un accord entre LR et Ensemble? On peut vraiment en douter. Alors sur deux plans. D'abord, LR n'a pas voulu s'allier avec les macronistes depuis 7 ans. Donc on ne voit pas aujourd'hui ce qui pourrait les conduire à renier cette position. Et on entend... Un peu la perspective de Matignon? Ça, c'est... comment dire on en revient au problème de la lecture démocratique des résultats. Donc là, on assiste à droite à une forme tentative de braconnage des élections en se disant, bah voilà, puisque la gauche n'arrive pas à s'entendre, ça sera nous. Donc, est-ce que c'est possible mathématiquement? C'est pas sûr du tout, parce que aussi bien... Enfin, exactement comme pour la gauche, ce gouvernement de droite et centriste se ferait renverser à la moindre motion de censure. Alors, au bout de quelques mois, alors peut-être pas la première, mais la deuxième ou la troisième motion de censure, il est sûr de tomber. Donc il n'y a pas, comment dire, d'avantage de gain ou de potentialité de gain avec ce type de coalition. Alors Édouard Philippe dit un accord technique, mais bon, ça serait une coalition. Il joue un peu avec les mots. Donc on en revient au problème de la lecture démocratique du résultat des élections, qui fait que si on veut avoir un gouvernement stable pendant 1 an, voire un peu plus d'1 an, allant jusqu'à 2027, il faut que ce gouvernement, c'est mathématique, puisse intégrer des personnalités venant de divers horizons. Sinon, ça ne fonctionne pas. On peut retourner ce problème dans tous les sens. Donc le fait de restreindre, de réduire le résultat de l'élection à une victoire de la droite, eh bien on en revient au scénario que je décrivais tout à l'heure pour la gauche, à savoir un climat qui serait totalement délétère dans le pays, avec une grande partie des électeurs, et là je vais vous rejoindre Pierre, qui aurait le sentiment de s'être fait totalement voler leur élection, et puis... parlons aussi des électeurs du Rassemblement national qui, eux, à qui on avait promis Matignon et qui aujourd'hui entendent leur leader tenir ce type de discours. Oh, on nous a volé l'élection, on aurait dû gagner. Ce qui est totalement délétère pour la démocratie. Donc, restreindre Matignon, restreindre cette majorité à un seul camp, c'est un poison. Il faut absolument l'éviter. Je le disais tout à l'heure, pour des raisons politiques, je trouve que ce serait ne pas avoir retenu les leçons du scrutin de dimanche. Les électeurs ont rejeté à trois reprises le camp présidentiel. Mais par ailleurs, même s'il y avait une entente entre les LR et la Macronie, ça fait à peu près 234 députés en tout et pour tout. C'est encore moins que ce qu'était la majorité relative sortante d'Emmanuel Macron, qui était à 250 députés. Donc pourquoi faire? Enfin, ce que je veux dire, c'est la même chose. Ils vont vouloir absolument avoir... Enfin, j'entends les Républicains qui disent on veut être à Matignon, mais ça va être la même chose. C'est-à-dire, c'est pour continuer la même politique qui a été rejetée et se faire être menacé tous les jours ou tous les 2 jours d'une motion de censure par le reste de l'Assemblée qui n'hésitera pas de voter d'un seul homme ou d'une seule femme la censure contre ce nouveau gouvernement. Donc c'est pour ça que je dis que la seule solution, c'est soit on laisse la gauche gouverner, soit on se dit que c'est 1 an d'immobilisme. Mais est-ce qu'elle pourra le faire? Ce matin, Gérald Darmanin, qui est maintenant député Renaissance, dit « Mais moi, jamais je voterai un texte issu de la France Insoumise ». Qui dit ça? Gérald Darmanin. Oui, on imagine bien que Gérald Darmanin... Mais c'est pareil, Gérald Darmanin, je veux dire, il ne faut pas oublier que quand même Gérald Darmanin, c'est pareil, la gauche a désisté pour le faire élire dans le Nord face à un candidat d'extrême droite. Donc
il faut quand même que tout le monde soit un peu humble dans cette situation. La gauche ne pourra pas appliquer le programme du nouveau Front populaire, mais laissons-la gouverner. Visiblement, il y a quand même un certain nombre de ces mesures, je pense notamment à l'augmentation du SMIC qui peut être conclue en décret. C'est pas anormal de le faire. C'est tous les ans que la question du renouvellement, ou en tout cas du montant du SMIC est décidée. C'est jamais débattu au Parlement. Donc il y a un certain nombre de mesures qui vont changer la vie des Français. J'entendais Marine Tondelier qui le répète de plateau en plateau, mais je pense que ça parle aux gens et elle a raison de le faire quand elle dit si on prend le pouvoir maintenant, on est en capacité d'agir sur la rentrée. Combien il y a de femmes monoparentales qui n'ont pas les moyens de payer les fournitures scolaires de leurs gamins à la rentrée de septembre. Bon, c'est vrai que c'est des petites... Ça ne sera pas la révolution. Peut-être d'ailleurs ça peut être un problème pour la gauche qui risque de décevoir, mais au moins laissons la gauche essayer de faire ce qu'elle a à faire et peut-être qu'elle va réussir à améliorer concrètement le quotidien du plus grand nombre. Mais ce bloc central qui cherche encore à faire des coalitions autour de lui alors qu'il vient d'être défait à 3 reprises me paraît quand même délirant. Voilà. Ouais, ça laisse en voile. Non, les mesures que vous citez, ça fait typiquement partie, donc la hausse du SMIC ou des aides sociales, ça fait typiquement partie des choses qui peuvent être négociées, qui pourraient être négociées avec une grande partie du bloc centriste. Donc il y a, me semble-t-il, une voie pour... Un SMIC à 1 600 €, vous pensez que ça passera du côté du bloc central ? Alors, ça passe pas aujourd'hui, mais dans une négociation, je pense que c'est quelque chose qu'il est possible de mettre sur la table, et peut-être pas à 200 € net, mais d'avoir quelque chose qui aille dans ce sens-là. Je pense qu'il y a une partie du bloc centriste qui n'est pas fermée sur ces questions-là. Alors, mais est-ce qu'un jour, ils se mettront autour de la table ? Pour l'instant, c'est pas le cas. Bon, dans d'autres pays, quand ils construisent des coalitions, ça peut durer plus d'1 an. On l'a vu en Belgique, mais je pense qu'entre personnes de bonne volonté, il peut y avoir effectivement un accord à minima sur quelques points clés pour l'avenir du pays. Oui, mais ce que dit Pierre, est-ce que dit Nicolas, pardon, Pierre, est-ce que c'est aussi pas ça le problème ? Quand on entend Jean-Luc Mélenchon, Emmanuel Bompard dimanche soir et lundi dire non mais nous on appliquera rien que le programme du nouveau Front populaire et tout le programme, est-ce que du coup ça ferme pas complètement la porte à ce type de discussion qui pourrait avoir lieu entre les différents blocs ? Alors pour la peine là-dessus, il y a quand même un consensus très large au sein du nouveau Front populaire. Ils le disent avec des formes assez différentes, mais hier le communiqué de presse qui a été envoyé pour une espèce d'interpellation du président de la République en disant attention, c'est quand même nous qui sommes arrivés en tête, il serait temps de nous appeler. Ils le disent clairement, pas de coalition contre nature. Donc ça veut dire le programme, on n'a pas vocation à le toucher ou en tout cas à le bouger, même sensiblement. Parce qu'il y a vraiment entre le Parti socialiste, les écologistes, les communistes et les insoumis là-dessus, il y a un accord, je trouve, assez fort et solide. Mais ce qui est juste dans ce que dit Nicolas, et ce qui répond aussi à la question précédente sur la coalition de la droite et du centre, c'est que si il y a cette coalition de la droite et du centre qui continue de se faire, mais vous allez avoir une partie de la Macronie qui va sortir de cette coalition. C'est-à-dire que si vous prenez à droite, vous le sortez à gauche. Et vous voyez bien qu'aujourd'hui, il y a une... D'abord, ils sont en train d'essayer de constituer un groupe Macronie, ça a l'air d'être très compliqué. Il y en a qu'un tiers qui semble avoir rallié les rangs aujourd'hui et qu'on attend de voir ce qu'ils vont faire demain. Et donc, il y a quand même un gros bout de la Macronie qui a compris les leçons du passé et qui se dit, Macron, c'était en même temps, peut-être qu'il est temps d'essayer la jambe gauche. Donc peut-être qu'il y a une partie de la Macronie qui effectivement peut tendre la main à la gauche sur un certain nombre de points. Je pense que sur la question de l'augmentation des salaires, la conférence sociale, peut-être l'augmentation du SMIC, il y a peut-être effectivement des terrains d'entente. Et le feuilleton va continuer, on suivra ça. On ne parle pas du tout des législatives ce matin dans la presse régionale, en tout cas pas en une, on parle de sport, Yann. Oui, la France... Et Yann, la presse régionale a envie de parler d'autre chose que de politique. Ce matin, beaucoup de une sur la défaite de l'équipe de France. Oui, c'est ça, on a envie de parler de foot. La France battue dans la demi-finale de l'Euro à Munich. Et la presse est déçue ce matin. Pas de cadeau dans les commentaires d'ailleurs. Il quitte la compétition sans jamais avoir fait passer le moindre frisson. On note la Provence qui pointe un Mbappé insipide et accuse Didier Deschamps de ne pas avoir cherché de solutions alternatives. Résultat, des matchs qui ont confiné à l'ennui. C'est une citation. Dans les colonnes de La Voix du Nord, c'est la même analyse. L'équipe de France a atteint ses limites avec une attaque en mauvaise forme, un manque d'idées et une fraîcheur globale au bout d'une saison à rallonge, pointe le quotidien. L'autre demi-finale, c'est Angleterre-Pays-Bas, c'est ce soir.
à Dortmund et la finale verra s'affronter le vainqueur de ce match contre l'Espagne donc dimanche à Berlin. La Dépêche fait sa une sur les affaires qui touchent le rugby français. Un scandale en série pour le 15 de France, c'est le titre de la Dépêche ce matin. 2 joueurs ont été arrêtés en Argentine et sont en garde à vue. Oscar Gégou et Hugo Aradou sont suspectés d'abus sexuels sur une jeune femme à Mendoza. Eux contestent les accusations. Oscar Gégou avait déjà été testé positif à la cocaïne l'an dernier et suspendu. Et ces arrestations surviennent juste après la tempête suscitée par les propos racistes de Melvin Jaminet. Il a été exclu du groupe France. Allez, sport toujours à la une de la presse régionale, on l'oublierait presque, mais le Tour de France continue de sillonner le pays. Oui, il était hier dans le Cher et le Berry républicain titre « Un monde fou pour le Tour ». C'est le sprinter belge Jasper Philipsen qui a gagné l'étape. Et le populaire du centre se réjouit de l'arrivée de la compétition en Limousin. Ça, c'est aujourd'hui la 11e étape entre Ivaux-les-Bains dans la Creuse et le Luoran dans le Cantal. C'est de la montagne, on est en plein dans le Massif central. On leur souhaite bon courage parce que ça va grimper. Et vous avez tout de même trouvé des quotidiens qui mettent pas le sport en une, c'est Corse Matin. Oui, une Corse Matin qui parle des vacances, mais alors vous emballez pas, c'est pas pour parler plage, c'est pour parler des galères qui vont avec les vacances, notamment trop de vols annulés, retardés ou déroutés. Ça, c'est les usagers qui se plaignent. Sur l'île, c'est notamment Air Corsica qui est visé pour ses problèmes de ponctualité. Le quotidien a reçu des lettres de voyageurs mécontents à cause de dysfonctionnements en série. En plus de gros retards, il y a ceux qui ont atterri dans le mauvais aéroport, celui en tout cas qui n'était pas prévu sur leur billet. La compagnie reconnaît des pannes, mais pointe aussi la responsabilité des contrôleurs aériens et du mauvais temps ces dernières semaines. Ça joue. Merci beaucoup. Merci Yann. La politique, évidemment, une de Politis, c'est Cyrielle Châtelain, Clémence Guettet. Comment allons-nous gouverner? Oui, et c'est surtout une proposition que Politis fait pour la sortir par le haut de la situation très bordélique du moment, c'est vers une 6e République. Après tout, pourquoi pas lancer un processus constituant pendant l'année qui vient si c'est l'immobilisme le plus total. Je pense qu'il y a une volonté de réformer des institutions assez partagées parmi les rangs de cette nouvelle Assemblée. Voilà, double une. Merci beaucoup Pierre, merci Nicolas, merci pour cette saison. J'en profite pour vous remercier tous les deux. Merci beaucoup d'avoir été là le mercredi. Merci Yann. Vous avez rendez-vous avec Thomas Hugues à 18h pour Sens Public et nous on se retrouve demain. Très bonne journée.